unités qui étaient présentes dans le combat. Donc on avait de l'infanterie, de l'artillerie et de la cavalerie essentiellement. L'infanterie, c'est le soldat qui se bat à pied. On verra à quoi ressemblait un soldat d'infanterie un petit peu plus tard, parce que c'est la majorité finalement des soldats, c'est des soldats qui sont à pied. Et puis après, on a de l'artillerie. L'artillerie, c'est ceux qui utilisent plutôt tout ce qui est matériel de guerre plus spécifique, comme les canons. Et puis la cavalerie, c'est ceux qui sont sur des chevaux. Alors du côté français, on avait à peu près 20 000 hommes, puis 5 000 chevaux, 700 véhicules et 84 canons. Du côté allemand, on a un peu moins de personnes parce qu'on a 17 500 hommes. Et là, on a les chiffres précis pour après, 4 361 chevaux et 551 véhicules et 72 canons. Alors du côté français, c'est l'armée coloniale qui va se battre à Rossignol. Alors les soldats coloniaux, c'était les soldats qui s'étaient battus auparavant dans les colonies. Donc ici à Rossignol, on n'a pas de soldats qui viennent des colonies, c'est des soldats qui se sont d'abord battus dans les colonies. Ça existait aussi, mais ce ne sera pas le cas pour Rossignol. Et c'était des soldats qu'on estimait très bien préparés parce qu'ils s'étaient déjà battus auparavant. Donc c'était vraiment considéré comme l'élite de l'armée française. Du côté allemand, on n'a pas de soldats qui viennent des colonies, des soldats coloniaux. Là, on a le 5e corps silésien, donc ils viennent essentiellement de Silésie. La Silésie, c'est ce qui est aujourd'hui la Pologne, mais qui touche, on va dire, l'Allemagne. Donc ici, on voit un petit peu à quoi ressemblaient les soldats français quand ils sont passés dans Étal. En Rossignol. Là, c'est Étal. Oui, oui. C'est la route de Virton, ça? Alors, vous dire exactement, ça je ne peux pas. C'est pas le mur de chez Ravaillon, ça? Alors, il y a des gens d'Étal ici. Je vois qu'il y a des gens d'Étal, oui. Et ici, on voit un petit peu mieux à quoi ressemblaient finalement ces soldats d'infanterie français. Et puis là, on voit plutôt un corpsman allemand. Ça donne un petit peu une notion de comment se passait la guerre à ce moment-là. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'ils sont... Oui, c'est où il y a la... Voilà. Alors on peut continuer. C'est la réunion. C'est la oui, c'est ça. Oui, oui. C'est bien fait. Oui. Donc ici on voit comment s'est passé le combat de Rossignol. Alors on a une carte ici pour représenter un petit peu comment ça s'est passé. C'est quand même assez simplifié. Alors ça se déroule le 22 août 1914. En fait, qu'est-ce qui se passe? D'abord du côté français, les Français ils viennent de par ici et ils arrivent à Rossignol et ils doivent traverser la forêt pour atteindre Neufchâteau. Ils savent que la forêt est longue de plusieurs kilomètres. Et la population va les informer qu'il y a probablement des Allemands cachés dans la forêt. Mais l'ordre est de traverser la forêt coûte que coûte et donc ils vont s'y enfoncer. Et dès 7h30 du matin, ils vont rencontrer les Allemands ici dans la forêt. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait deux divisions différentes. Il y en avait une qui descendait sur Tintigny, l'autre qui descendait sur Rossignol parce qu'on avait peur de créer un trou sur la Semois. Et donc c'est ici la division qui arrive sur Rossignol qu'ils vont rencontrer. Maintenant celle de Tintigny intervient aussi dans le combat parce qu'on voit on touche tous les villages environnants. Alors très vite, dès que le combat commence dans les bois, l'avantage revient aux Allemands. Les Français vont appeler des renforts, une partie des renforts vont arriver, mais ce ne sera pas suffisant. Et donc dès midi, c'est ce qu'on voit ici, en fait les Allemands vont réussir à progressivement encercler les Français et donc les prendre en tenaille. Alors à la fin de l'après-midi, les Français vont refluer, sortir du bois. Et puis on arrive au niveau de la ligne du tram. La ligne du tram, c'est la route qu'on a traversée tout à l'heure. Et puis finalement, pour éviter un combat dans les rues, les Allemands vont bombarder Rossignol. Et en fin de journée, le château est pris et c'était là où étaient les derniers Français. Le château sert aussi d'ambulance pour soigner les blessés. Alors on voit ici le pont de Brevannes, parce que le pont de Brevannes c'était évidemment un enjeu stratégique, il fallait pouvoir
passer le pont. Et finalement, les Allemands vont bloquer le pont de Bleurevan. Donc ça va empêcher les Français d'envoyer encore des renforts. Et puis on voit ici le général Raffenel. Le général Raffenel, c'était le général français de la division en question ici. Et il va mourir à Saint-Vincent. Et on estime que finalement il a complètement perdu la tête au moment, enfin oui c'est ça, une crise un peu de démence au moment où il devait prendre les ordres essentiels dans le combat de Rossignol. Et alors ici on voit le certificat qu'on a remis à tous les soldats français qui étaient reconnus morts pour la France parce qu'il va mourir finalement dans ce combat de Rossignol. Alors le combat de Rossignol c'est à peu près 4000 morts, plus de Français que d'Allemands, donc à peu près 2750 Français pour 1250 Allemands. Mais sur ces 4000 morts, il y a aussi 15 000 soldats qui ne peuvent plus combattre à la suite du combat de Rossignol. Donc c'est quand même un combat qui va vraiment inaugurer la violence qu'on va connaître après au XXe siècle, parce qu'on est au tout début de la Première Guerre mondiale, et c'est là qu'on se rend compte de la violence que seront les combats par la suite, surtout qu'ici c'est énormément de soldats, de simples soldats d'infanterie qui vont mourir beaucoup dans les bois de Rossignol. Voilà. Un soldat français d'infanterie et un soldat colonial. Donc la plupart des soldats français, ils avaient un pantalon rouge. Le pantalon Garand, c'était assez connu pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, on va vite se rendre compte qu'être aussi visible, c'est quand même un gros inconvénient dans une guerre, surtout une guerre comme ici, où on va se battre dans une forêt. Donc avec un pantalon rouge, on va être tout de suite repéré. Alors les soldats coloniaux, ils sont un petit peu mieux lotis, mais malgré tout, ils ont encore des couleurs très voyantes. Alors on voit plusieurs insignes de la marine. C'est parce qu'avant d'être des soldats coloniaux, c'était les soldats de la marine. Puis à un moment, il n'y a plus le véritable soldat de la marine, c'est devenu les soldats coloniaux, mais ils ont gardé des symboles de la marine comme l'encre. Alors ils portent un képi. Et très vite, on va se rendre compte que le képi n'est d'aucune utilité et on va le remplacer. Et ils vont progressivement porter ce casque-ci, qui est le casque Adrian, et qui va être généralisé qu'à partir de 1916, si je me souviens bien. À partir de septembre 1915, on va leur donner ce casque-là, mais de façon généralisée, ça sera pour plus tard. Donc ici à Rossignol, ils n'ont pas de casque, donc quand ils reçoivent un coup de fusil, ils sont d'office blessés. Alors on voit aussi qu'ici ils portent des jambières. On va voir que du côté allemand, ils étaient déjà beaucoup plus adaptés à une guerre comme on va la connaître au XXe siècle. Et alors leurs uniformes, ils vont changer pendant la guerre. Ils vont avoir un uniforme qui sera l'uniforme bleu horizon, mais ce ne sera pas encore pour septembre 1914. Alors on voit que finalement on a plus un uniforme d'apparat avec des boutons dorés qu'un uniforme vraiment utile pour faire la guerre. Et alors ils portaient un barda qui pouvait aller jusqu'à 35 kg. Quand ils vont se battre ici à Rossignol, ils ont fait de longues marches auparavant, donc c'est quand même aussi une bataille très difficile pour ça parce qu'ils sont déjà fatigués. Le soldat d'infanterie allemand, alors dès le premier abord on voit qu'il a déjà un uniforme plus discret, beaucoup plus proche des couleurs de la nature. Donc les Allemands, avant la guerre, ont décidé d'adopter cet uniforme parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance d'être finalement discret. Alors on peut remarquer qu'ils ont aussi ici des bottes, donc c'est déjà plus adapté aussi pour faire la guerre. Ça reste quand même un uniforme où il y a encore une importance dans ce qui est appartenance, dans le prestige de l'uniforme. On le voit notamment avec les boutons dorés ou même avec la ceinture qui porte à chaque fois une devise. Et puis ici on a le casque à pointe. Alors le casque à pointe, on en a encore longtemps entendu parler après. Alors le casque à pointe, il devait servir, en fait il y avait des petits trous ici. Ça devait servir à la fois à aérer la tête des soldats et puis à permettre d'éviter des coups de sabre. Au final, on se rend compte que pendant la Première Guerre mondiale, ça n'a plus d'utilité et que ce casque ne protège pas assez les soldats. Et donc, on va avoir la démarche
parallèle à celle des Français, et ils vont adopter aussi un nouveau casque à partir de 1915-1916. Pourtant, le casque à pointe, ça va rester vraiment un symbole du militarisme allemand à ce moment-là, et on va appeler négativement tous les Allemands les casques à pointe, ou on va l'appeler aussi le couvre-boche, et ça va être utilisé dans tout ce qui est la propagande française ou alliée plus généralement contre les Allemands, même s'ils ne portent plus ce casque. Et ici on voit un autre type de casque, là c'est pour le prince Guillaume de Prusse, qui était le commandant de la 5e armée, qui s'est retrouvé ici. Et on voit que lui il a encore un casque beaucoup plus d'apparat avec toutes les décorations dessus. Donc ici on découvre le cimetière militaire de Lorée de la Forêt. Alors sur Rossignol il y a eu 3 cimetières militaires, aujourd'hui il en reste 2, donc celui-ci et celui du plateau qui est un petit peu plus haut sur la nation. On va découvrir un petit peu comment se sont construits ces cimetières militaires. En fait en 1914, lorsque les soldats sont tombés, on les a enterrés très souvent là où ils sont tombés, simplement par souci d'hygiène. Et puis c'est seulement après qu'on va concevoir des cimetières militaires. Donc c'est à partir de 1916-1917 que les Allemands décident de créer des cimetières militaires. Celui-ci sera inauguré en septembre 1917. Alors au départ on avait 635 soldats, des Français et des Allemands. Et puis il y a eu beaucoup de changements au niveau des cimetières. Alors vers 1919 on aurait déjà ramené une dizaine de soldats. Et puis dans les années 20 il va y avoir pas mal de changements. Parce que les Français, il y en a une partie qui vont rapatrier les corps de leurs victimes dans leur village d'origine. Les Allemands, déjà pendant la guerre, il y en a qui vont rapatrier aussi les corps. Et puis il va y avoir une série de démantèlements de petits cimetières. Et on va rassembler ici 2 grands ossuaires. Donc on a un ossuaire là-bas et l'autre là-bas qui regroupe presque 2500 soldats français inconnus. Donc maintenant on a un peu moins, 2300, mais maintenant ici il y a à peu près 2500 soldats et il ne reste plus que des soldats français. Parce que les Allemands, eux, ils ont souhaité n'avoir des cimetières que allemands ou en majorité allemands, même s'il reste des cimetières franco-allemands, comme à Bellefontaine par exemple. Alors ce cimetière-ci, il doit sa renommée à Ernest Psicari. Voilà, qui est un écrivain français et qui meurt au combat de Rossignol, on en parlera un peu plus tard, et qui serait enterré ici derrière le monument. Et donc ce cimetière, on y a fait beaucoup de commémorations à cause de la présence d'Ernest Psicari notamment. Alors on voit à quoi ressemblait le cimetière à l'origine. Avant, ceux qui l'ont connu avant 1989, il y avait de grands arbres dans le cimetière et puis il y a eu la tempête et donc beaucoup d'arbres ont dû être arrachés par la suite. Alors ce cimetière abrite aussi Gabriel Fenette qui était un soldat français. Alors c'était un soldat français qui va mourir aussi. On voit ici le certificat qu'il a reçu. Il meurt à Rossignol. Et on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est son père qui va être à l'origine du monument qu'on a là-bas. Et donc voilà surtout ce qu'il y a à dire au niveau de ce cimetière-ci. Et on peut maintenant aller jusqu'au monument.